everything's quiet. But you're hanging mine. All these nothings we share together. No words in my mind. My heart belongs to you. Nous sommes un groupe coopératif engagé dans l'économie et la vitalité des territoires, en France et à l'international. Nous intervenons dans des secteurs d'activité complémentaires, l'agriculture, les semences et l'agroalimentaire. Nous sommes un groupe innovant et agile, un leader européen des semences multi-espèces, un acteur incontournable de la gastronomie du canard, une activité traiteur reconnue pour son savoir-faire artisanal auprès des commerces de bouche. Nous favorisons une production agricole durable et une alimentation sûre, saine et accessible à tous avec une priorité, renforcer le revenu des agriculteurs. Au quotidien, Euralis nourrit votre confiance. Dans un monde toujours plus énergivore et faisant face aux enjeux climatiques, il est indispensable de trouver des solutions efficaces pour répondre rapidement aux défis de la transition énergétique. Le gaz peut dès maintenant apporter une réponse concrète à ces enjeux. Depuis plus de 70 ans, grâce à nos infrastructures, nous œuvrons pour faciliter le transport du gaz et son stockage. Chaque jour, nos efforts contribuent à faire du gaz une énergie d'avenir positive pour l'environnement. Nous développons un réseau intelligent au service de tous. Nous contribuons à l'Europe de l'énergie au travers de nos interconnexions. Nous agissons pour accélérer le développement du gaz renouvelable. Être un accélérateur de la transition énergétique, c'est un enjeu pour le gaz et c'est notre ambition. Teréga, le gaz accélérateur d'avenir.
Je m'appelle Thomas Perron, je suis l'animateur de l'IAPO 4, tant attendu, un retour que nous espérions, un retour qui se concrétise ce soir. Vous êtes nombreux de l'autre côté de l'écran à vouloir et attendre le démarrage de ce Data Challenge, compétition effrénée autour du machine learning. Cette année, l'IAPO, toujours organisée par son association IAPO, Hélioparc et évidemment Luminae, va vous proposer un programme d'abord d'explication, savoir ce qui va se passer pendant le week-end, et présentation des projets pour lesquels vous allez pouvoir travailler. Mais c'est Paul qui vous présentera tout ça un peu plus tard. Je vais laisser sans plus attendre la parole au président de l'IAPO, Sébastien Lousteau. Sébastien, c'est à toi. Merci Thomas, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue à cette 4e édition d'IAPO avec aujourd'hui le lancement du 4e Data Challenge. En effet, depuis 4 ans, donc l'association IAPO, la Technopole Hélioparc et la startup Luminae vous accompagnent et vous proposent de se réunir autour des enjeux de l'IA. Et depuis 4 ans, nous accompagnons donc vous, entreprises porteurs de projets, et vous, étudiants, pour tenter de remporter plusieurs milliers d'euros grâce à ce fameux Data Challenge, avec une affluence grandissante d'année en année, pour atteindre cette année plus de 150 étudiants qui nous écoutent en ce moment. Cette attractivité et ces prix ne seraient pas possibles sans l'ensemble de nos sponsors et partenaires que je souhaite remercier chaleureusement au nom de toute l'organisation. Merci donc à nos partenaires qui sont restés fidèles malgré les aléas de ce mois de décembre et malgré les multiples reports, adaptations réalisées depuis maintenant 2 ans. Je vais redonner la parole à Thomas, qui est en bonne compagnie avec notre vice-présidente Astrid, qui va vous expliquer justement toutes les actions prévues cette année. Et je vais vous retrouver tout à l'heure, vous étudiants, pour proposer de constituer les équipes du Data Challenge et du sujet Surfrider de Antoine Bruges, qui va vous être présenté tout à l'heure. À toi Thomas. Merci Sébastien pour tes bons mots. De retour en studio avec Astrid. Astrid, donc une année 2022 qui finalement sera complètement différente de ce qu'on avait prévu en 2021, d'un Data Challenge au cœur du festival IAPO. On passe à plusieurs événements. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça commence maintenant. Effectivement, on commence ce week-end avec le Data Challenge et puis on enchaîne au mois de mars avec une Data Battle qui consiste à challenger des étudiants sur une période plus longue d'un mois sur un sujet qui nous est apporté par une entreprise partenaire. Très bien, donc problème industriel à résoudre, exactement comme ce qui va se passer avec des étudiants qui sont en combat direct pendant une durée un peu plus longue. Très bien. On enchaîne, je crois, au mois de mai, et donc là on est plutôt en mode conférence. Nous avons notre conférence grand public à propos de l'intelligence artificielle, de la souveraineté et du traitement naturel du langage. Pour ceux qui connaissent la matière, c'est le NLP. Natural Language Processing. Mais je ne l'ai pas encore bien. Et puis on laisse passer l'été et on se retrouve alors là avec une conférence d'un plus haut niveau. On va enfin tout savoir sur l'informatique quantique. Alors tout peut-être pas, pour avoir préparé avec les 2 intervenants, on va rester donc sur une couche grand public et on va rentrer quand même un peu plus dans la matière pour vous intéresser, vous qui êtes déjà des professionnels soit du data, soit de l'IA, soit du machine learning. Et je crois même que les 2 intervenants ont vocation à créer des vocations autour du quantique. C'est ce qu'on espère. Exactement. Comment se terminera l'année? Je crois qu'on aura le mot battle qui pourrait revenir dans l'actualité de l'IAPO. Tout à fait. Ça n'est pas encore programmé, mais il y a de grandes chances que l'on crée tout au long de l'année, pas forcément à la fin, d'autres data challenge, d'autres data battle à suivre. Donc on ne se refuse rien. Restez à l'écoute et suivez notre actualité pour être au courant de ces nouveautés, de ces nouveaux formats qui apparaissent autour de l'association IAPO. On souhaitait évidemment, parce qu'il y a eu ce décalage dans le temps, lors de quelques semaines, et on s'en excuse encore une fois, mais la crise sanitaire nous a obligés à remercier nos sponsors. Nos sponsors, ils sont là pour certains depuis le début, évidemment la région, dans l'association IAPO, Luminae, Hélioparc, qui sont vraiment la clé de voûte, les personnes qui sont au quotidien dans l'association et qui nous aident par leur financement ou par leurs efforts en temps.
Évidemment, les entreprises participent aussi à la vie de ces différents formats en proposant des sujets, en étant sponsor pour vous qui êtes de l'autre côté de l'écran étudiant, avoir la possibilité d'avoir des prix. Et c'est le cas ce week-end dans le Data Challenge. Profiter de cette compétition pour gagner aussi de l'argent. Vous êtes, je crois, si les chiffres sont confirmés, vous êtes un peu plus de 150 personnes, plus de 150 étudiants-chercheurs à vous inscrire cette année. Vous allez être donc dans un format 2 jours dans ce Data Challenge. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les règles précises, détaillées de cet événement, vous pouvez les retrouver sur le site iapo.org avec le menu Data Challenge qui vous est proposé. Et donc on va vous proposer dans quelques minutes de réfléchir à un véritable problème industriel, un problème, sauf pour Surfrider, on verra, un problème d'association, mais de véritables problèmes qui peuvent faire avancer les structures pour lesquelles vous allez travailler, réfléchir, vous allez faire une proposition, la valider, la pitcher, vous allez prendre la parole pour essayer de convaincre un jury et nous persuader que votre travail pendant ce week-end est le meilleur possible et surtout qu'il a un impact le plus faible possible au niveau environnemental. C'est important. C'est important, donc efficacité sur plusieurs aspects, plusieurs contraintes vous seront données pour remporter ces prix. Il faut savoir aussi que dans le Data Challenge, comme dans beaucoup d'événements, de belles histoires peuvent avoir lieu. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. Un sujet avait été proposé par l'élan béarnais, Laurent Villa, qui s'était retrouvé avec nous lors de l'événement. Il avait proposé, et les vainqueurs du Data Challenge l'an dernier ont décidé d'aller plus loin avec Laurent Villa, et donc de créer une entreprise, une start-up, autour du travail qui avait été proposé lors de ce Data Challenge de l'an dernier. Ce que je vous propose, c'est d'écouter, parce qu'ils sont là, de les faire intervenir, Jérôme, Samuel et Simon, qui sont les vainqueurs de l'an dernier. C'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ce qui s'est passé depuis le Data Challenge de la précédente édition? Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme, j'ai été participant au Data Challenge IAPO lors de l'édition 2020. Lors de ma participation, j'ai travaillé sur un projet mêlant à la fois data et sport. Plus précisément, j'ai travaillé sur un projet visant à créer un outil de recommandation tactique pour le basketball professionnel. Aujourd'hui encore, je travaille sur le projet et mon ambition est de créer une entreprise autour de ça. Sinon, pour ma part, je trouve que le Data Challenge est une très belle opportunité. D'une part, c'est un bon moyen de se tester et c'est également une rampe de lancement pour tous les projets innovants. Bonjour à tous, Samuel Chénaud, donc ancien participant de l'IAPO 3 avec Jérôme et Simon qui étaient dans mon équipe et surtout donc membre de l'équipe qui a remporté le sujet sur la recommandation tactique dans le basket. Sujet intéressant puisque pas seulement du ML pur et dur mais avec une vraie notion de sport dedans. Donc ça a été un vrai challenge hyper motivant tout le long du week-end pour nous. Globalement, mon conseil, c'est vraiment donnez-vous à fond en tant que futur participant. Vous n'aurez aucun regret à la fin. Ça va payer. Au-delà de l'aspect financier, ça va payer même, je veux dire, d'un point de vue personnel. Déjà, l'expérience est extrêmement enrichissante. Profitez-en parce que des challenges comme ça, il n'y en a pas assez en France encore et celui-ci fait partie de ceux qui sont les plus concrets. Et aussi, ça peut déboucher sur de vrais projets derrière. Donc, avec ambition, motivation, vous pouvez vous attendre à vraiment des belles choses. Et donc ce serait ça mon conseil, c'est n'ayez aucun regret à la fin et prenez évidemment le sujet où vous avez une petite faiblesse personnelle, c'est toujours plus simple d'y consacrer beaucoup de temps. Donc voilà, pour la petite histoire personnelle, nous, suite à avoir remporté ce challenge, on a pu continuer à travailler donc, avec le club de Pau, puis on a suivi Laurent quand il est parti à Cholet. Et globalement, c'est quand même des expériences assez uniques qu'on n'aurait pas pu vivre autrement, tout simplement. Donc ce challenge, au-delà de simplement un événement sur 48 heures, ça peut vraiment devenir une aventure à plus long terme. Donc voilà, profitez-en, saisissez-la et évidemment bonne chance pour la suite. Alors, la première chose, je dirais, qu'il y a à dire sur le challenge, déjà, c'est que c'était un très bon moment. Donc, ça a été un week-end qui a été éprouvant, avec pas mal de café et peu de sommeil, mais je pense qu'on en garde tous les trois un très bon souvenir. Parce que voilà, je pense que c'est stimulant de travailler avec des amis et de se confiner le temps d'un week-end, surtout qu'on a fait ça pendant le Covid, pour se concentrer à 100% sur un projet. Et d'autant plus que le projet il nous touchait tout particulièrement, donc à savoir la recommandation tactique pour une équipe de basket, parce que en fait on est tous les trois des fans de sport et encore plus des fans de basket.
Et donc c'était d'autant plus ludique de travailler sur ce genre de projet. Voilà, notre parti pris sur la compétition, je dirais que ça a été de ne pas simplement faire la modélisation la plus performante possible, mais en fait de faire un produit qui va utiliser cette modélisation. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est une application fonctionnelle qui va utiliser justement un modèle pour aider les coachs à prendre des décisions. Donc ça nous a permis de toucher à d'autres aspects que simplement l'IA. Donc parce qu'on a dû produire une application et on a dû pour ça aussi produire une API qui nous a permis de lier cette application avec notre modèle. Voilà, au-delà de ça, je pense que la compétition elle nous a apporté beaucoup de choses. Donc déjà sur le plan personnel, la compétition nous a permis de progresser et d'aborder des problématiques qui sont finalement pas toujours traitées dans les projets étudiants. Donc l'industrialisation, même se confronter à des données de vie réelle. Et ça permet aussi de s'impliquer très simplement dans la communauté de data science, ce qui forcément ouvre beaucoup d'opportunités. Et même sur l'aspect professionnel, nous on a décidé de continuer à travailler sur le projet après la compétition pour en faire un vrai projet entrepreneurial. Et en fait la compétition elle nous a permis de rencontrer plein de professionnels du secteur, donc pour nous des professionnels du basket et des professionnels a fortiori intéressés par la data science et voilà, et de répondre très concrètement à une problématique que ces gens ont, ce qui est super intéressant. Et même aussi sur le plan purement data science, c'est un projet, c'est un challenge qui nous a permis de faire nos preuves, parce qu'au-delà du diplôme, moi je pense que c'est hyper important, c'est primordial en fait de s'impliquer dans de vrais projets personnels. Et ça se vérifie dans les faits où la quasi-totalité des entretiens que j'ai eus après le challenge, ils m'ont tous parlé du challenge. Voilà, c'était un des sujets les plus abordés et voilà, et je pense que ça intéresse beaucoup les gens, ce genre de challenge. Merci à tous les trois, très très inspirant évidemment pour tous les futurs participants du Data Challenge. Comme vous l'avez vu, la passion de l'IA peut rencontrer évidemment le monde industriel, mais aussi le monde du sport, le monde des associations. On a eu des ONG, évidemment, comme vous le savez cette année, qui participent aussi à ce Data Challenge. Donc des sujets assez larges. On va vous les présenter, mais avant, on va laisser la parole à Paul qui va vous présenter dans le détail le programme que vous pouvez retrouver sur live.iapo.fr. Paul, est-ce que tu es prêt à présenter ce programme complet ? Bonjour, je vais vous rappeler l'organisation de ces 2 jours de Data Challenge dont vous pourrez retrouver les règles dans la partie ressources du site live.iapo.fr. Dans quelques minutes, nous commencerons avec la présentation des sujets et la constitution des équipes. Samedi, 9h30, Béatrice Bellini, membre du groupe EcoInfo et chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, vous donnera les clés pour construire une solution vertueuse et gagner le prix de 3 000 € porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Dimanche à 10h, Thomas, tu as prévu un atelier pour expliquer aux étudiants comment séduire, comment convaincre, comment pitcher pour être efficace pendant les jurys. Je te laisse en dire un peu plus. Oui, effectivement, Paul, si je peux me permettre, donc par rapport à l'intervention de dimanche, on aura 40-45 minutes avec certains responsables, ou en tout cas personnes désignées dans les équipes, pour travailler la prise de parole, le pitch de leurs travaux pour présentation quelques heures plus tard auprès de notre jury. Donc c'est une présentation qui devra faire ressortir le côté concis, précis, efficace, et surtout vous allez devoir répondre à une demande précise des sociétés. On en parlera dimanche, c'est dimanche matin. Merci Thomas. Et dimanche, à partir de 15h, commenceront les phases de poule et de sélection des équipes. À 15h auront lieu les phases de poule, au cours desquelles, pour chaque sujet, une équipe sera sélectionnée pour la grande finale et la finale de l'environnement. Cette grande finale commencera à 17h45 avec 3 pitchs des 3 sélectionnés qui dureront 12 minutes avec 3 minutes de questions de la part du jury. À 18h35 aura lieu la finale de l'environnement. Elle mettra en lice les 3 sélectionnés avec des pitchs de 3 minutes plus 7 minutes de questions. Les jurys délibéreront et les résultats seront annoncés à 19h10. Tout au long de ce week-end,
Les mentors Diapo seront là pour vous conseiller, vous aider et vérifier que tout se passe au mieux selon les règles. Pour vous aider dans votre travail, vous trouverez des informations dans la partie ressources du site live.iapo.fr. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Thomas, je te rends la parole. Merci Paul, c'était très complet. Donc vous l'aurez compris, un programme à la minute pour vous qui évidemment maintenant espérez et attendez la présentation des projets. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions, vous pourrez via les liens qui vous ont été envoyés rejoindre les salles qui correspondent au sujet et au projet présenté. Donc n'hésitez pas à les utiliser et à utiliser la plateforme live.iapo.fr. Premier sujet, il est présenté par Rida Shelraf de Capgemini. Je lui laisse la parole pour sa présentation. Rida, c'est à vous. Bonjour tout le monde, donc je me présente. Rida Shelraf. Je tourne cette petite vidéo pour vous introduire le sujet que l'on a décidé de porter avec Capgemini dans le cadre de IAPO 2022. Bref, petite introduction, après on ira un peu plus dans le détail. Donc le sujet s'inscrit dans un projet que l'on a en interne, qu'on appelle Orwell. Donc le sujet c'est Deepwater Horizon. Le projet Orwell que l'on mène nous en interne dans notre centre de recherche, c'est un projet en fait qui a vocation en fait de travailler sur une problématique qui s'appelle la port pressure prédiction. C'est une problématique connue dans le monde on va dire du pétrolier, où il s'agit en fait de prévoir et d'identifier en fait la pression au moment où l'on réalise en fait un forage. Donc je vais utiliser une analogie assez simple. Il faut voir ça comme si on essayait en fait de creuser dans le sol et qu'à un moment donné on rencontre en fait le couvercle d'une cocotte minute qui est sous pression. Donc, il y a de la vapeur, il y a des gaz, il y a un certain nombre d'activités on va dire terrestres. Donc tout est sous pression. Et on commence à creuser, et quand on perfore, cette pression-là, comme une cocotte minute dans laquelle on va planter un clou, ça explose. Et ça peut engendrer en fait de gros accidents, notamment ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années dans le golfe du Mexique, qui s'appelle Deepwater Horizon, où là sur une plateforme, il y a eu une énorme explosion, ça a créé une marée noire, il y a eu des morts, donc des pertes de vies humaines. Donc l'idée du projet, c'est de répondre à cette problématique-là, à savoir être en capacité de prédire la pression nécessaire en fonction de la profondeur pour pouvoir injecter, au moment où on fore, en fait une sorte de boue, donc un mélange de terre avec certains adjuvants, des liquides, pour créer une certaine viscosité qui va compenser la pression qui est en dessous et éviter en fait ces fameuses explosions. Donc voilà un peu le contexte du projet. Donc Deepwater Horizon, c'est ça. C'est un projet visant en fait à mettre en place une solution à base de machine learning pour répondre à cette problématique d'identification de la pression en cours en fonction de la profondeur. Pour répondre à cela, comme tout projet en fait data, donc on l'a décomposé sous différents modules. Donc on a le module final, une fois qu'on a toutes les données, avec des algorithmes de machine learning, on fait cette fameuse prédiction. Mais si on remonte un peu dans le temps, pour avoir ces données-là, il faut être en capacité de les extraire. On s'est basé en fait sur un ensemble documentaire, donc des rapports d'exploration. Ces rapports-là sont au format PDF. Donc il faut savoir que c'est issu de différents outils dans le monde, on va dire, de géosciences. Et ces outils-là produisent, entre guillemets, ou des scans. Donc on a en sortie des rapports. Donc des captures d'écran, donc ce n'est pas des PDF au sens numérique du terme très propre, donc c'est vraiment des scans d'images. Et donc du coup, le premier travail, c'est d'être en capacité d'extraire les données qui nous intéressent dans ces fameux rapports. On va appeler ça, donc c'est le premier module, la partie extraction de données. Et dans ce premier module extraction de données, on l'a décomposé en fait en deux parties. Et le sujet que l'on propose côté IAPO concerne le premier volet, qui va s'appeler sur l'identification des zones d'intérêt. Donc, grosso modo, parmi les rapports, il y a plusieurs pages. Sur ces pages-là, il y a plusieurs données. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'une seule type de données. Et donc, pour optimiser notre solution et les performances en fait, d'extraction, le premier travail, c'est éliminer toutes les pages qui ne contiennent pas des données intéressantes pour ne conserver et en gros traiter à base de mécanique d'OCR et d'NLP
que les pages qui contiennent des données intéressantes. Donc au lieu classiquement de dire on prend toutes les données et ensuite on fait le ménage, on les structure et on les exploite, notre approche, dans l'idée, c'est plutôt on élimine tout ce qui ne nous intéresse pas, on se concentre que sur les données qui restent et ensuite on va processer ces données qui nous intéressent. Donc c'est cette identification des zones d'intérêt que porte aujourd'hui le sujet que l'on propose dans le cadre d'IAPO. On a déjà travaillé, donc nos équipes ont déjà travaillé sur le sujet. Donc les étudiants, si vous prenez ce sujet-là, vous ne partez pas de rien. Donc on vous a compilé un certain nombre de documents, donc justement ces fameux PDF. On vous a donné également en fait un glossaire explicatif sur les différents termes. Il faut savoir que du coup, qui dit extraction de données ou identification des zones d'intérêt, il va falloir quand même identifier ces fameuses zones, des mots-clés, ce genre de choses. Donc on a initié un certain nombre de choses de notre côté. On vous mettra bien entendu tout à disposition. Ce que l'on souhaite, c'est que les étudiants abordent ce sujet donc avec une problématique classique, hein, alors soit de l'OCR, du NLP ou toute autre solution qui sera envisageable, si possible dans un développement dans des technos type Python, pour que la solution que l'on puisse intégrer cette solution directement en fait, à notre projet. Donc on sera en capacité aussi d'accompagner tout le long du week-end avec des personnes qui interviennent aujourd'hui sur le projet pour donner des conseils, vérifier en fait l'exactitude des résultats. Et ce que l'on va également attendre des étudiants, c'est une solution qui soit pertinente en termes de résultats. Bien entendu, quand on est extrait des données, il va y avoir des choses qui vont bien se passer, mais il va également avoir les faux positifs, donc à savoir des données qui sont identifiées ou des pages qui vont être identifiées comme étant une zone d'intérêt, mais au final non, ou des faux négatifs, des choses qui passent à côté alors qu'elles devraient passer. Voilà. Donc c'est aussi ce qu'on va juger et vérifier l'exactitude, ça va être parmi les critères de validation en fait, des résultats. Donc voilà, donc on vous fournira un package, une note descriptive de ce qu'on en attend, avec toutes les différentes étapes, une note explicative des données, quelle typologie de données, qu'est-ce qu'on attend derrière, des exemples en fait, de PDF à extraire, et voilà. Et ensuite, nos sachants qui pourront vous accompagner tout au long du projet, donc forcément dans la joie et la bonne humeur. On sera là aussi pour vous challenger, pour répondre à toutes vos questions. Donc si ce sujet-là, qui a du coup un fort impact, hein, on parle de solutions qui pourraient, si on se projette au-delà de la partie pétrole ou autre, l'objectif est quand même d'éviter en fait des accidents comme ce qu'il y a eu côté Deepwater Horizon. Donc si vous voulez en fait un sujet un peu challenging, donc à base d'OCR, d'extraction, de NLP, donc pur en fait un sujet data, donc encadré avec des équipes sur un vrai projet, donc c'est un projet que l'on mène nous au sein de Capgemini, n'hésitez pas, on vous invite et on vous attend nombreux. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous souhaitez retrouver ces vidéos de présentation ou trouver le document PDF qui présente ces sujets, n'hésitez pas à aller sur la plateforme live.iapo.fr dans la catégorie, dans l'onglet Sujets. Comme ça, vous pourrez les retrouver à cet endroit. Deuxième présentation, la présentation d'Antoine Bruges pour Surfrider. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Bruges, je travaille pour l'association Surfrider Fondation Europe sur un projet qui s'appelle Plastic Origins, qui est un projet de science participative pour cartographier la pollution plastique des rivières et inciter les élus à agir. Je vais vous présenter très rapidement le projet et puis ensuite la problématique sur laquelle je vous propose de travailler. Donc, ce qui a poussé Surfrider, qui est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 30 ans pour protéger l'océan, ce qui a poussé Surfrider en fait, à remonter sur les rivières, c'est le fait que cette pollution plastique provient de l'intérieur des terres. Il faut savoir que 80% de la pollution plastique, des déchets qu'on retrouve dans l'océan, vient en réalité de l'intérieur des terres. Et ces déchets en fait, sont transportés par les rivières. On a, par exemple, si vous êtes à Paris, très clairement, la Seine, c'est une autoroute pour les déchets, pour eux rejoindre la mer. Si vous perdez une bouteille dans Paris, cette bouteille va finir via la Seine jusque dans la mer. Donc, ce qui a poussé Surfrider, c'était donc forcément cette notion, mais aussi le fait qu'on a eu des anciennes décharges, qui étaient à l'époque des décharges municipales, qui étaient autorisées, où les gens allaient apporter leurs déchets en pensant bien faire. Ces décharges étaient au bord d'un cours d'eau qui est magnifique, qui s'appelle le Gave de Pau. Et suite à plusieurs crues, des tonnes et des tonnes de déchets ont été emportés de ces décharges, qui étaient en bord de rivière, jusqu'à l'océan. Et donc Surfrider, qui est basé à côté de Biarritz, a vu en fait énormément de déchets arriver via l'estuaire de l'Adour, qui est le fleuve principal
dont le Gave de Pau est un affluent. Donc ça, c'est l'élément déclencheur qui a poussé Surfrider à travailler sur les rivières. Nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, et vraiment notre besoin pour lutter contre cette pollution, c'est de réussir à créer une carte comme celle-ci, avec les cours d'eau les plus pollués en rouge, les cours d'eau les moins pollués en vert. Ça va nous permettre d'identifier sur quel cours d'eau agir en priorité. Ça va nous permettre d'aller voir les élus et de leur dire, regardez, sur votre rivière, il y a un problème, il faut mettre en place des solutions. Et ça va nous aider comme ça à les impliquer dans la démarche et faire en sorte qu'ils prennent des décisions et qu'ils mettent en place des mesures pour lutter contre la pollution plastique de l'environnement en général. Aujourd'hui, on a déjà créé quelque chose pour arriver à construire cette carte. On a créé une application qui nous permet de venir de recenser les déchets au final sur les berges des rivières. Donc on fait appel à ce qu'on appelle de la science participative, donc on fait appel à des bénévoles. On mobilise un réseau bénévole qui va sur le terrain, qui collecte des données. Jusqu'à présent, ce que ces personnes font, c'est donc parcourir les rivières à pied ou en kayak, à pied sur les berges, hein, évidemment, pour venir, grâce à l'application, recenser les déchets. Donc vous vous imaginez, sur une rivière, en kayak, vous parcourez 500 mètres, et sur ces 500 mètres, au début, vous lancez l'application, et grâce à l'application, dès que vous observez un déchet, sur la rive droite ou sur la rive gauche, vous venez signaler sa présence grâce à l'application. Et grâce à ça, on peut calculer un indicateur, le nombre de déchets observés par kilomètre de berge. Alors ça fonctionne bien, mais on se rend compte qu'il y a quand même un biais observateur qui est important. Et on a eu la chance de travailler sur un algorithme qui nous permet de remplacer ces comptages humains par de la détection avec un algorithme d'intelligence artificielle. Cet algorithme, donc voilà, il existe, hein, il est présent, je vais vous donner un lien pour le retrouver sur GitHub. On a aujourd'hui la chance d'avoir une personne qui travaille en thèse dessus, Mathis, qui va vous présenter un petit peu plus en détail cet algorithme. Très concrètement, on envoie les vidéos qui sont capturées à l'algorithme. L'algorithme qui est sur un serveur aujourd'hui vient faire de la détection. Il vient nous dire, sur tel frame de la vidéo, j'ai observé un déchet. Nous, on est capable, parce qu'on a également les coordonnées GPS du déplacement, de retrouver la position GPS du déchet qui a été détecté, et on revient calculer notre indicateur qui va nous permettre de créer cette carte, le nombre de déchets, non plus observés, mais cette fois détectés par kilomètre de berge. Ce qu'on souhaite faire, c'est afficher en temps réel, ou quasiment en temps réel, ces données sur une carte pour pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Et derrière pouvoir agir très concrètement. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un projet qui a été co-construit avec l'aide de nombreux bénévoles. Aujourd'hui, tout ce qu'on a construit, on veut et on le met en open source. Vous irez voir sur GitHub, il y a quand même, je trouve, beaucoup de contributeurs et à la fois on en est fiers, on en est content et sans eux, on n'aurait pas pu arriver à ce qu'on a aujourd'hui. On a aussi été aidé par de nombreuses entreprises, soit par des dons financiers, soit par du mécénat de compétences. Donc ça, c'est également une chance. Aujourd'hui, moi, je vous propose, c'est de nous aider à améliorer notre algorithme de détection des déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre algorithme, il est capable de détecter les déchets et de les suivre. Donc on a un tracking. Donc si on a, par exemple, sur 2 frames consécutifs le même déchet, il ne sera pas compté 2 fois. Ça, c'est déjà, on en est déjà très content. Par contre, il est générique. Il ne nous permet pas de classer les déchets. On sait qu'il y a un déchet qui a été détecté à tel endroit, mais on ne sait pas quel type de déchet c'est. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est créer un classifieur qui va nous permettre pour chaque déchet détecté, de le trier et de le classer parmi 10 catégories. Ces 10 catégories, je vous les présente ici. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez aller voir à quoi correspond. On a une petite phrase, si vous allez sur le lien ci-dessous, une petite phrase qui vient expliquer en détail la référence, en fait, ce qu'il y a dans chaque catégorie, quel type de déchets on met dans chaque catégorie. Et enfin, voici une suite de liens qui vont vous être utiles, le site internet du projet, plasticorigins.eu, trashroulette.com, vous vous demandez certainement ce que c'est une plateforme de labellisation. Et donc, c'est une plateforme qui est à la fois open source, mais qui permet de faire du crowdsourcing, de la labellisation de données.
Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer et qu'on développe avec des bénévoles également. Le GitHub de Surfrider, le GitHub général. Et le dernier lien, le 4e lien, c'est ce qui va vous intéresser, c'est l'algorithme d'intelligence artificielle. Voilà. Vous allez retrouver dans les autres documents plus d'informations. Et Mathis vous prépare également, et vous pourrez la voir juste après, une petite vidéo qui présente l'algorithme et son fonctionnement. Voilà, je vous souhaite un bel hackathon et j'ai hâte de travailler avec vous. Alors bonjour, merci de participer à ce hackathon. Je vais rapidement présenter le projet sur lequel ce travail va se baser et en particulier ce qu'on va vous demander de faire. Donc, chez Surfrider, il y a un projet qui s'appelle Plastic Origins, dont l'objectif est de développer des outils de surveillance de la pollution plastique le long des cours d'eau, et en particulier des rivières. Un des éléments de ce projet et un des objectifs, c'est de construire un outil automatisé de détection et de comptage de plastique dans des vidéos, prises par exemple depuis des bateaux, des vidéos de berges de rivières dans lesquelles il y aurait des déchets, et donc de renvoyer pour chacune de ces vidéos un compte de déchets plastiques dans les vidéos. Donc, par exemple, ici, il y a 2 plastiques. L'objectif aurait été de les détecter et de les suivre, et au bout de la vidéo, de renvoyer le nombre total des plastiques tels que ceux-là ou d'autres types de déchets qui ont été vus. Donc, on a construit une première version de cet outil qui se base en particulier sur un jeu de données qui a été construit grâce à un outil d'annotation développé chez Surfrider et qui permet à des utilisateurs de, dans des images, localiser des déchets et de leur donner une catégorie. Et ces catégories sont comprises dans une classification qu'on a développée il y a quelques mois. Notre système qui a été mis au point, du coup, dissocie 2 éléments. Un premier élément qui, dans chaque image de la vidéo, va venir détecter les objets, et ensuite une deuxième partie qui va faire l'association entre les différentes images pour savoir si l'objet qui est détecté est un objet qui avait déjà été détecté avant. Et donc, il y a bien deux parties différentes, une partie détection et une partie suivi ou tracking. Le problème, c'est qu'actuellement, en fait, le système qu'on a mis au point marche assez bien, mais est monoclasse. C'est-à-dire que pour cette première version, on a ramené tout le jeu de données à une seule classe et on peut seulement renvoyer un nombre d'objets total indifféremment de leur catégorie. Donc, ce qu'on vous propose pour ce hackathon, c'est d'étendre ce système à un système qui va permettre de renvoyer le nombre d'objets et leur classe. Et donc, par exemple, de renvoyer 20 bouteilles, 30 sacs plastiques, 2 pneus, par exemple, au bout d'une vidéo. On va vous fournir, du coup, un collab qui sera basé sur notre propre code qui, lui, est dans le repo dans le domaine Surfrider qui s'appelle Surfnet. Mais on va surtout vous fournir, en fait, le jeu de données des images annotées qui sera, lui, formaté dans un format assez connu en computer vision qui s'appelle le format Coco, du coup, qui référence pour chaque image différentes propriétés, mais en particulier, du coup, le nombre d'objets, leur position et leur classe. Un point un peu important, c'est que cette classification qu'on a développée il y a quelques mois, on n'a pas encore pu tester sa pertinence pour des applications computer vision. On l'avait construite en essayant de faire un compromis entre facilité d'annotation et pertinence pour une intelligence artificielle, mais on n'a pas encore testé. Il y a un point un petit peu particulier dans cette classification, c'est qu'on a défini 2 catégories qui sont assez différentes des autres et qui permettent en fait de gérer les cas où soit un objet apparaît mais n'est pas dans les classes qu'on propose, soit un objet apparaît est facilement considéré comme un déchet, mais on ne peut pas savoir de quelle catégorie il appartient. Donc ça arrive assez souvent. Par exemple, dans la classe Easily Nameable, ici, si l'utilisateur ou l'utilisatrice voyait un ballon, ça ne serait pas dans les classes présentées, mais c'est assez reconnaissable, et donc elle le mettrait dans Easily Nameable. Si celui ou celle qui annote voit un objet, par exemple, complètement déformé et pas reconnaissable, alors il finirait dans Unclear. Et donc voilà, votre travail va être de construire à partir de ces classes ou de recombinaison de ces classes, si vous considérez qu'il est pertinent de changer cette classification, de construire un système qui permet de donner plus de précision sur les objets détectés et suivis. Voilà, merci et bon courage. On passe immédiatement au 3e sujet, le sujet de la société API Conseil avec Ghislain Demonda.
Bonjour, bonjour à toutes et merci de regarder cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement IAPO pour nous avoir permis cette année de proposer un sujet pour le Data Challenge. L'année dernière, nous étions coachs, nous avons participé avec vous pour trouver des solutions, nous avons essayé de vous aider et cette année, nous avons décidé de sauter le pas et de proposer notre propre sujet pour vous mettre encore au défi et tester vos compétences en traitement des données. Ne vous inquiétez pas pour mes collègues qui sont derrière, ils sont hyper concentrés. Bon, on n'a pas de temps à perdre, allez, c'est parti! Dans le cadre de la présentation de notre sujet, je serai accompagné pour mon amie Annie. Annie adore les Data Challenge, elle est incollable. D'ailleurs, vous avez de la chance qu'elle ne puisse pas participer cette année parce que sinon, elle vous aurait massacré. Alors, quel est le sujet? Le sujet concerne la classification automatique des brevets. Pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit, nous allons tout d'abord expliquer. Pas besoin de longs discours pour pouvoir savoir à quoi correspond un brevet. Il s'agit d'un moyen de protéger légalement, par le droit, une invention. Une invention peut être un objet, un procédé, une molécule, une réaction chimique, un médicament, par exemple. Est-ce que c'est plus clair pour vous? J'ai pas l'impression que vous soyez convaincus. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez à quoi correspondent des inventions, notamment dans le domaine de la vie courante. Et comme je suis un peu chauvin, je vais seulement présenter des inventions qui ont été protégées par brevet et qui sont d'origine française. Le cinématographe, merci les frères Lumière. Les stéthoscopes, c'est français. L'autocuiseur, c'est français, oui monsieur. L'écriture braille, c'est français, oui madame. Et la boîte de conserve, et la carte à puce. Comment est-ce que vous pourriez faire avec vos téléphones, vos tablettes, vos cartes de crédit sans la carte à puce? Et bien sûr, c'est français. Et le pansement ouaté, c'est également français. Mais il nous reste à préciser ce que l'on entend réellement par un brevet. Un brevet, c'est un document écrit, dont une partie comprend une ou plusieurs revendications. Dans la pratique, un brevet comprend également d'autres parties, comprend un titre, une description, des dessins et également un abrégé. Mais l'élément qui va nous intéresser principalement et sur lequel nous allons demander de travailler concerne les revendications. Une revendication décrit l'essence d'une invention en définition deux éléments particuliers. Le premier élément consiste à lister l'ensemble des caractéristiques techniques essentielles qui représentent l'invention. Ensuite, il faut décrire les interactions qui peuvent exister entre les caractéristiques essentielles. Si vous allez sur le site de l'INPI, un site très intéressant, data.inpi.fr, il est possible de voir des vraies demandes de brevets et voir leur contenu. Par exemple, on peut chercher toutes les demandes de brevets ou brevets qui comprennent le mot drone, ici dans leur titre. On voit qu'on en a plus de 2580 qui sont disponibles. On va filtrer le résultat pour afficher seulement les demandes de brevets et les brevets français. Et donc là, on voit plusieurs, on en a 399. Je vais en choisir un, par exemple, celui-ci, drone de Parrot Drone, qui a déposé ce brevet-là. Donc là, vous voyez des informations récapitulatives de ce que c'est une demande de brevet. Et vous avez également la possibilité de voir le contenu des demandes de brevet. Et ce qui nous intéresse se trouve ici, les revendications. C'est un fichier PDF dans lequel vous allez voir le contenu. Et donc ici, on a une invention qui concerne une drone à voilure tournante, qui comprend tout d'abord des caractéristiques essentielles et qui comprend la définition des interactions entre ces caractéristiques. Donc, quand on voit une liste de revendications comme celle-là, on appelle ça un jeu de revendications. Donc, dans l'exemple que je vous montre en ce moment, nous avons 4 revendications. Une première ici, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et l'ensemble, on appelle ça un jeu de revendications. Chaque brevet qui est déposé auprès d'un office de brevet, comme l'INPI en France, est classé selon une classification des brevets. Cette classification est importante parce qu'elle permet de déterminer l'équipe d'examinateurs qui sera en charge de traiter la demande qui vient d'être déposée. Ainsi, il y a un intérêt assez important de pouvoir prédire avec justesse la classe qui sera attribuée à un jeu de revendications
pour que l'équipe la plus compétente puisse s'en charger. Avant de vous en dire un peu plus sur le sujet, nous allons préciser ce que nous entendons par classification. La classification, ou plus précisément Corporation Patent Classification, ou CPC, est un système mondial de classification de brevets qui a été développé à l'origine par l'Office européen des brevets et l'Office américain des brevets. Cette classification des brevets est divisée en 9 sections que vous pouvez trouver sur la partie de gauche, ici, qui vont de A jusqu'à H, puis Y. Ensuite, chaque section est subdivisée en classes, sous-classes, groupes et sous-groupes. Et ce, pour un total de plus de 250 000 entrées de classification. C'est énorme. Ce qui veut dire que chaque invention peut être catégorisée dans une classe associée et donc attribuée à l'équipe d'examinateurs la plus compétente. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un brevet, que nous avons présenté ce que nous entendons par classification, il est temps que je vous présente votre mission. Allez, c'est parti! Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à créer un modèle qui est capable de prédire 2 à 3 sections et ou classes appropriées pour un jeu de revendication donné. De préférence, on souhaitera que la prédiction soit réalisée pour chaque revendication prise indépendamment. Par exemple, dans un jeu de revendication qui comprend 4 revendications, on souhaitera obtenir une prédiction de 2 ou 3 sections ou classes pour chacune des revendications. Dans un mode un peu plus dégradé, on pourra considérer l'ensemble des revendications comme un tout, et dans ce cas de figure, la prédiction de 2 à 3 sections ou classes concernera l'ensemble des revendications. Enfin, dans un mode encore plus dégradé, cette fois-ci, on prendra en considération seulement la revendication numéro 1. Donc, dans ce cas-là, on aura seulement 2 à 3 sections et ou classes appropriées associées à la première revendication. Ce modèle devra être explicable. On entend par explicable un modèle qui sera capable tout d'abord d'identifier les termes les plus pertinents du jeu de revendication qui concourt à la prédiction de chaque classe ou chaque section qui a été prédite. Donc quand on parle de termes les plus pertinents, ça signifie qu'il faudra associer à chaque classe prédite le ou les mots qui ont guidé le modèle à choisir une classe ou une section particulière. Pour chacune des revendications, il faudra également identifier les termes qui ont été les moins pertinents pour sélectionner la classe et ou la section associée à la revendication considérée. Comment allez-vous remplir cette mission? Grâce aux données, notamment les données que nous allons vous fournir. Il faudra certainement les manipuler, les triturer de manière originale pour pouvoir arriver à une solution qui est performante. En pratique, les données que vous allez utiliser sont extraites de la base de données de l'Office européen des brevets. Il s'agit de fichiers qui seront au format CSV avec un séparateur de type tabulation et un codage de caractères de type UTF-8, notamment pour prendre en charge les caractères accentués en français et ou certains caractères particuliers en allemand. Dans chacun des fichiers, vous aurez des informations sur le numéro de la demande de brevet, sa date de publication, la langue de publication, le titre de la demande de brevet, l'abrégé et les revendications. Donc, les abrégés et revendications seront au format XML. Regardons en pratique à quoi ça correspond. Si on ouvre l'un des fichiers que l'on va vous fournir, voilà ceux que vous allez pouvoir observer. Donc, tout d'abord, vous allez voir que chacune des lignes correspond à une seule entrée qui correspond à un type de données particulier. Donc là, le type de données est indiqué dans la colonne numéro 6 qui correspond au titre. Donc là, on a le titre. Dans la colonne 6, on a aussi une ligne qui correspond à l'abrégé et on a une ligne qui correspond ici aux revendications. Donc le fichier sera peut-être légèrement différent de celui que vous allez utiliser, mais les informations seront sensiblement les mêmes. Donc tout d'abord, dans ces 3 premières colonnes, vous retrouvez le numéro de la demande de brevet. Donc vous voyez que cette numéro de demande de brevet est répliqué sur plusieurs lignes, ce qui veut dire que toutes les informations qui sont
comprises entre la première ligne et la 6e ligne sont associées à la même demande de brevet. En pratique, ça signifie que cette demande de brevet a un titre ici allemand, donc la colonne N correspond à la langue. Elle a un titre également en anglais et elle a un titre également en français. Ensuite, on a l'abrégé qui est en anglais et enfin, on a les revendications qui sont en anglais. Quand on va cliquer sur l'abrégé et ou les revendications, comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, les informations sont représentées au format XML. Donc, il faudra extraire les informations du format XML. Donc, le schéma est assez simple pour notamment l'abrégé. Donc, on a juste une seule balise avec du texte à l'intérieur. Et après, on peut avoir une référence à un fichier image. Donc, ce genre d'informations, vous pourrez les supprimer si vous n'avez pas besoin dans votre modèle. Si on regarde une revendication, voilà à quoi elle ressemble. Le schéma est aussi assez facile. Tout d'abord, on vous indique le nombre de revendications qu'il y a. Donc ici, il y a 7 revendications. Et après, elles sont numérotées l'une après les autres. Donc une première balise concerne la première revendication. Et à l'intérieur, nous avons le texte de la revendication. On peut avoir des passages qui sont en gras, ici avec la balise B, telle qu'on peut l'utiliser en HTML. Ensuite, on va avoir une deuxième revendication ici, numéro 2. Après, vous aurez la revendication numéro 3 et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, le schéma des fichiers XML qui sont compris dans la colonne ici 8 et qui sont associés à une demande de brevet particulière est assez simple et donc il sera assez aisé de pouvoir traiter les informations qu'elle comprend. Ça y est, vous avez toutes les informations en main pour pouvoir réussir cette mission que nous vous confions et nous espérons que vous serez nombreux à y participer parce que c'est un sujet très intéressant. Bien sûr, nous serons à votre disposition pendant tout le week-end pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous guider, pour vous aiguiller et nous espérons que vous nous proposerez des solutions intéressantes, innovantes et que cette expérience sera enrichissante pour vous. À très bientôt. Au revoir. Avec cette dernière présentation, je crois et je peux l'annoncer, le Data Challenge est ouvert. Vous allez maintenant avoir la possibilité de vous rendre dans des rooms où vous allez retrouver les porteurs de projets, vous allez pouvoir les questionner, vous allez pouvoir fouiller un petit peu plus et poser toutes vos questions pour mieux comprendre les sujets. Sur la console live.iapo.fr, vous pourrez retrouver les documents, les vidéos qui vous permettront de mieux documenter votre choix. Vous pourrez aussi, et je l'annonce, donc faire le choix entre 3 sujets, je les rappelle, Capgemini, Surfrider, API Conseil. Pourquoi abandonner le Data Challenge maintenant? Il ne faut pas, car vous pourriez gagner, pour les 3 finalistes, 2500 €. Pour le grand vainqueur, 2500 € de plus. Grand vainqueur, équipe étudiant. Pour l'entreprise qui gagnera avec vous ce prix, elle aura 5000 €. Et nous tenons évidemment, et vous le savez, notre impact environnemental est important, donc il y aura un prix vert de 3000 € cette année dans ce Data Challenge. Je vous invite à ne pas perdre une seconde, rejoignez les rooms dédiés à vos projets et on se retrouve dimanche pour la partie pitch et dimanche soir pour savoir qui remportera les prix de ce Data Challenge 2022 dans le cadre de IAPO 4. On est avec vous, ne lâchez rien, on compte sur vous et très bon week-end.